Aujourd'hui, un sujet clivant, une vidéo sulfureuse. J'ai l'habitude de ne pas m'intéresser à la vie politique française. Pourtant, l'histoire, celle avec un grand H, se détermine par rapport à la politique d'un pays. Or aujourd'hui, j'assiste à un phénomène extraordinaire. Un météore qui, venant de la vie médiatique, est en train de traverser la vie politique française et d'y semer le désordre. Ce phénomène, c'est Éric Zemmour. Mais au fond, que veut-il Éric Zemmour? Est-ce qu'il fait tout ça pour vendre son livre? Est-ce qu'il va vraiment se présenter à la présidentielle de 2022? J'entends beaucoup de choses autour de moi et j'aimerais comprendre. Et puis, j'ai eu une idée. Parmi toutes mes lectures, il y a un livre qui, me semble-t-il, peut nous apprendre des choses. Ce livre, c'est Résurrection. Une enquête passionnante sur les dessous de la prise de pouvoir du général de Gaulle à partir du 13 mai 1958. Alors, j'ai une thèse. J'imagine que Zemmour va s'inspirer de Charles de Gaulle pour tenter d'arriver au pouvoir. Alors, si ça vous intéresse, on y va! Salutations compagnons et compagnonnettes, je suis Bayan Taillefer, forgeron médiéviste et historien à 16 heures. Alors, petit portrait médiatique de Zemmour et de toute la scène française. Éric Zemmour, c'est un polémiste et un historien amateur. Il a écrit des livres très intéressants, d'autres beaucoup moins. Je ne suis pas ici pour juger de la valeur de l'homme. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les faits. Éric Zemmour, on le sait, a des propos parfois hallucinants, parfois justes et souvent clivants, voire parfois injurieux pour certaines parties de la population. Cet homme, Éric Zemmour, est extrêmement décrié dans tous les milieux médiatiques et politiques. Et pourtant, sa cote de popularité ne cesse d'augmenter. Jusqu'où? Telle est la question. Et va-t-il se présenter à l'élection présidentielle? Autre question très intéressante. Je remarque que tout le petit marécage de la politique française actuelle est secoué comme par un tremblement de terre. Et j'avoue que ce phénomène m'étonne et m'intéresse énormément. Alors que faire contre Éric Zemmour? Certains, comme le journal Libération, pensent qu'il faudrait mieux le censurer, placer une affiche noire sur son visage et l'interdire de débattre avec quiconque. Personnellement, je pense que quand on a un adversaire politique, le diaboliser, le censurer ou le victimiser ne sert strictement à rien. Seuls les arguments et le débat d'idées raisonnables, en restant dans le cadre de la légalité, sert à quelque chose. Sinon, continuer à diaboliser cet homme, à mon avis, ne fera qu'augmenter le nombre de ses partisans. Mais ceci est mon avis personnel. Mais alors, que veut exactement Éric Zemmour? Il a, paraît-il, des partisans qui se sont organisés en groupe pour soit trouver des fonds, soit démarcher des personnalités politiques de droite, voire d'extrême droite, et lui chercher les 500 signatures qui sont nécessaires à son parrainage pour se présenter en tant que candidat à l'élection présidentielle. Éric Zemmour dénie toute volonté d'être derrière ce mouvement de sympathie à son égard. Dit-il la vérité? Je me pose la question. Parce que, à bien y réfléchir, ces personnes qui sont en train de faire monter son crédit dans une certaine partie de la population qui est sensible à ses idées, me rappellent vraiment ce que j'ai lu dans ce livre. Dans Résurrection, on voit en effet le général de Gaulle qui, au sortir de son mandat au gouvernement provisoire de la République française, vit une traversée du désert d'environ 12 ans, jusqu'à son retour triomphal en 1958, moment où il va chasser la 4e République et instaurer la 5e République, celle sous le régime duquel nous vivons actuellement. Et je trouve que Éric Zemmour, dont De Gaulle est l'idole politique, s'inspire ou me semble s'inspirer de certaines techniques qui ont permis au général de Gaulle à revenir au pouvoir. L'une d'entre elles est effectivement d'avoir des groupes de partisans qui ne sont liés en aucun cas, à part par les idées, au général de Gaulle, et qui vont lui attirer une sympathie et un réseau de soutien politique et militaire. Alors ma thèse est relativement personnelle, c'est un exercice intellectuel. Zemmour est un homme, quoi qu'on en dise, cultivé, intelligent, et je dirais peut-être retors même. Et il ne peut pas ne pas connaître la stratégie de De Gaulle pour revenir au pouvoir en 1958.
Dans ce livre très intéressant sur les arcanes du début de la Ve République et de la fin de la Quatrième, un journaliste de terrain, Christophe Nick, nous explique donc cette stratégie qu'on peut appeler la stratégie du recours ou la stratégie du coup d'État démocratique. Ceci est l'opération Résurrection. Résurrection, c'est quoi? C'est une opération secrète qui a été effectuée par les séides du général de Gaulle en 2 temps. Dans un premier temps, il a envoyé ou fait envoyer, sans le reconnaître directement, des groupes de sympathisants qui ont noyauté, qui ont réseauté toutes les strates administratives et militaires du gouvernement français de l'époque. Cela a été fait entre 1954 et 1957. Et en 1958, c'est la deuxième phase de résurrection, la phase active, celle qui va avoir pour cadre les événements de la guerre d'Algérie et où des militaires et certains hommes politiques proches de De Gaulle vont fomenter un véritable putsch pour prendre le pouvoir au gouvernement d'Alger. Et oui, d'après ce livre, on voit que notre Ve République n'a pas été aussi démocratique qu'on pourrait le croire à ses débuts. Ceci est comme un enseignement pour nous, parce que nous pouvons voir que la démocratie peut parfois être dévoyée. Ceci reste à méditer, pour des temps présents ou futurs. Ma thèse, en 2 temps, c'est que d'abord, Zemmour se croit être l'homme providentiel, et dans un second temps, qu'il va retenir certains aspects de l'opération Résurrection. Alors l'homme providentiel, il le dit lui-même, il a, au bout de 20 ans de polémiques, de discours, de débats politiques, d'interviews médiatiques, fait un credo. Il a alimenté un certain nombre de thèses qui lui sont personnelles sur le déclin de la France, sur le danger de l'immigration qui pourrait submerger la France selon lui, sur un problème avec l'islam. L'islam, c'est la grande obsession de Éric Zemmour. Alors Éric Zemmour a des propos évidemment clivants et qui peuvent vraiment fâcher une certaine partie de nos concitoyens. C'est effectivement regrettable, surtout pour un homme qui veut se présenter à l'élection présidentielle, ou qui voudrait, on ne sait pas encore. Mais Éric Zemmour a certains constats qui sont justes. Par exemple, tout ne va pas vraiment bien en France, c'est le moins qu'on puisse dire, concernant le terrorisme, concernant la montée de la délinquance. Et il y a effectivement un certain déclin de la France, au niveau industriel, au niveau social. Tout n'est pas faux chez Éric Zemmour. Alors, Éric Zemmour se présente comme l'homme providentiel. L'homme providentiel, De Gaulle l'a été en son temps, par 2 fois. D'abord en 1940, lorsqu'il a organisé la France libre à Londres, et ensuite en 1958, quand il est revenu au pouvoir, objet de ce livre. Quant à l'homme providentiel, je vais faire ici une petite digression concernant un tristement dictateur du XXe siècle, Adolf Hitler. Alors évidemment, il n'est pas de mon propos ici de comparer Zemmour avec Adolf Hitler. Ce serait odieux et ridicule. D'abord parce que M. Zemmour est de confession israélite et donc qu'il aurait eu énormément à souffrir du régime du Troisième Reich de Hitler. Et ensuite, la comparaison est simplement stupide. Je ne suis pas comme cette journaliste de France Inter, Charlotte Vanhoenacker, qui s'amuse à dessiner des moustaches de Hitler sur une affiche de M. Zemmour. Ce n'est pas mon but. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est l'homme providentiel. Si l'on reprend un peu l'histoire, après la Seconde Guerre mondiale, Adolf Hitler, caporal à la retraite, est donc envoyé par l'armée espionner un petit groupuscule d'ouvriers allemands qui s'appelle le DAP, le Deutsche Arbeiterpartei, le Parti des travailleurs allemands, qui deviendra tristement célèbre sous le nom de NSDAP, ou Parti nazi. L'ancien caporal Hitler est donc envoyé pour espionner les membres de ce groupuscule, et il va y adhérer, et devenir très vite un très bon orateur. Il va un peu devenir la vedette du parti nazi naissant. Dans ses discours empreints de haine et de violence raciale, il appelle à l'expansion vers l'Est, la destruction des communistes, le rejet et la future destruction des Juifs, la remise en cause du traité de Versailles, la légende urbaine du coup de couteau dans le dos, on en reparlera une autre fois,
Et Hitler cherche un homme providentiel pour sauver l'Allemagne. Ici, je me suis inspiré d'un autre livre extrêmement intéressant sur les débuts du nazisme et de la personnalité d'Adolf Hitler et ses relations par rapport à la foule, ce qui en a fait un très bon orateur. Ce livre, donc, La séduction du diable, est écrit par Lawrence Rice. Il est extrêmement intéressant. Il est dit que dans l'année 1921, Adolf Hitler ne trouve pas de candidat pour le poste d'homme providentiel allemand. Il décide alors de le devenir lui-même. Alors évidemment, je me suis permis un petit rapprochement historique parce que je trouve que dans la pensée d'Éric Zemmour, on peut trouver un lien avec ce moment très déterminant de la carrière d'orateur d'Adolf Hitler. Une fois de plus, je le redis, je ne fais pas de comparaison entre Hitler et Zemmour. Ce serait ridicule et monstrueux. Je tiens simplement à appuyer sur ce détail qui me paraît assez éloquent et je n'ai malheureusement pas trouvé d'autres exemples historiques sur le fait d'appeler un homme providentiel et de, ne l'ayant pas trouvé, se révéler à soi-même que l'on est cet homme providentiel. En effet, Éric Zemmour, il le dit lui-même dans maintes émissions de télévision, n'ayant pas trouvé ce qu'il appelle le chevalier blanc, c'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé cet homme providentiel, il décide de le devenir lui-même. En cela, il y a eu une rubrique de sa part sur l'historien Jacques Bainville. En effet, Bainville, qui avait beaucoup écrit et compris le danger de la montée du Troisième Reich et d'Adolf Hitler, avait écrit pour saisir l'opinion publique et avertir les hommes politiques de son temps sur le danger que représentait Adolf Hitler et le nazisme. Et sur son lit de mort, il regrettera toujours de ne rien avoir fait au niveau politique pour justement s'interposer contre le nazisme en France. Alors évidemment, quand Éric Zemmour reprend cette histoire de Jacques Bainville, on comprend bien que c'est lui-même qui décide d'aller dans l'arène politique et donc de devenir cet homme providentiel qu'il a appelé de ses voeux, qu'il a cherché mais qu'il n'a pas trouvé. Alors ici encore, je ne juge pas, je ne fais qu'observer des faits. Mais je trouve que ce cheminement psychologique de l'homme est extrêmement intéressant et révèle pas mal de choses sur sa personnalité. Mais pour devenir l'homme providentiel, tel que se l'est décrit à lui-même Hitler et tel que l'a toujours pensé le général de Gaulle, encore faut-il conquérir le pouvoir en France. Et cela sans parti politique et pour l'instant sans aide extérieure publique. Alors, première question, est-ce qu'Éric Zemmour va se présenter comme candidat pour la présidentielle de 2022? Et seconde question, comment va-t-il faire sans appareil de parti, sans subvention publique, sans subvention privée, pour parvenir à la magistrature suprême de la Ve République? La question est extrêmement intéressante et elle peut changer le cours de l'histoire. Parce qu'en ce moment, je trouve que nous connaissons une période historique extrêmement intéressante. Alors, je vais développer mon argumentation dans la suite de cette vidéo. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine fois et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu. Et comme vous le savez, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.